Je parie que tu veux avoir un niveau normal d'hémoglobine glyquée dans les 3 à 6 prochains mois. Si c'est ton objectif, je peux dire que dans certains cas c'est impossible. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. Tu peux améliorer considérablement la situation en commençant à changer ton alimentation. Dans cette vidéo, je parlerai des aliments à inclure quotidiennement. Examinons 7 aliments que j'inclurai dans chaque repas. Ces aliments sont riches en fibres, augmentent la consommation de protéines et ont un effet anti-inflammatoire. Si tu veux savoir quels sont les 7 meilleurs aliments pour atteindre un niveau normal d'hémoglobine glyquée, tu es au bon endroit. Allons-y. Commençons par les légumes. Ils sont la base de l'alimentation, mais ils manquent souvent dans notre régime. Je ne sais pas si c'était ton cas, mais cela m'étonne. Je suis toujours surpris quand les gens divisent les légumes en autorisés et interdits. Peu importe de quoi il s'agit, concombres, tomates, tous les légumes sont bons pour la santé. Les légumes sont riches en fibres, ce qui aide à réduire le taux de glucose et de cholestérol. Je dis toujours que les fibres sont la base d'une alimentation saine. Il ne faut pas avoir peur du bouclier protecteur des glucides. Il faut craindre un manque de glucides, c'est-à-dire consommer moins que ce dont le corps a besoin. Il est important d'assurer un apport suffisant en légumes chaque jour. Il est recommandé d'environ 300 g de légumes crus à chaque repas, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Il est particulièrement important d'augmenter la consommation de légumes à ces moments. Le deuxième aliment important est les fruits. Il est souvent plus facile de dire « ne mange pas ce fruit » ou « ne mange pas ce légume » que d'expliquer ce qu'il faut vraiment faire. Il faut manger régulièrement la bonne quantité de certains aliments et faire du sport, bouger davantage. Cette approche améliorera la santé et le contrôle du taux de sucre. L'affirmation « évite ce fruit ou ce légume » semble plus attrayante et plus simple, mais elle est fausse. Elle n'aidera pas à améliorer le taux de glucose ou l'hémoglobine glyquée. Beaucoup ont peur des fruits à cause des pics de glucose dans le sang. Mais tout glucide provoque ces pics, et c'est un phénomène normal. Dans le diabète de type 2, le taux de glucose ne baisse pas à cause de la résistance à l'insuline, tandis que dans le type 1, c'est à cause de l'absence d'insuline. Chez une personne en bonne santé, le taux de glucose baisse naturellement après un repas. Il ne faut donc pas avoir peur des fruits. De plus, dans le diabète de type 2, les fruits peuvent même aider à maintenir le taux de glucose dans le sang. Je l'explique toujours ainsi. Si on boit un litre de soda, peu importe Coca-Cola, Fanta, Pepsi ou autre, il faudrait manger 15 oranges pour avoir autant de sucre. Nous devons avoir plus peur des boissons gazeuses que des fruits. Les fruits ne sont pas dangereux. Ils améliorent la santé et aident à normaliser le taux de sucre grâce à leur haute teneur en fibres. N'ayez pas peur des fruits. Passons maintenant au troisième super aliment, les légumineuses. Elles sont une source de glucides et de protéines, mais sont souvent diabolisées à cause des antinutriments. Les antinutriments sont des substances qui ne sont pas absorbées par l'intestin et sont simplement éliminées. Certains affirment que les lectines provoquent une inflammation intestinale et augmentent sa perméabilité. Cependant, il n'existe pas de recherche scientifique liant les légumineuses à une détérioration de la santé ou à des maladies chroniques. Toutes les études examinées montrent un effet positif sur l'organisme. Les légumineuses réduisent le risque de diabète, améliorent l'état du système cardiovasculaire et diminuent la probabilité d'accident vasculaire cérébral. Elles ne procurent que des bienfaits pour la santé. Des ballonnements et des gaz peuvent survenir, car tout le monde ne digère pas bien les légumineuses. Certaines personnes ont des problèmes digestifs qui compliquent leur consommation. Dans ces cas, il n'y a rien de mal à limiter ou éviter les légumineuses si elles causent de l'inconfort. L'essentiel est d'écouter son corps et de prendre soin de sa santé. Certaines personnes tolèrent mal les légumineuses, mais affirmer qu'elles doivent être exclues de l'alimentation pour tous est incorrect. Cela comporte des limites et des nuances claires. Si j'ai dit qu'il faut consommer environ 300 g de légumes crus par repas, je dirais aussi combien de noix il faut consommer. Il est important de contrôler la quantité de noix pour ne pas gêner le processus de perte de poids, malgré leurs bienfaits et leurs valeurs nutritives. Ne mange pas trop et ne dépasse pas la norme, qui est d'environ 20 à 25 g. Si tu fais du sport, la norme peut être plus élevée. Garde cela en tête. Les noix contiennent beaucoup de graisses, qui sont monoinsaturées et très bénéfiques. Mais cela ne les rend pas moins grasses, donc il est important de contrôler la portion. Lors de régimes restrictifs, il est important de prendre en compte la dose de chaque aliment que nous mangeons, afin de ne pas perturber l'équilibre et ne pas nuire à l'organisme. On ne peut pas donner aux patients les mêmes doses de différents médicaments. Prescrire 10 unités et 80 unités sont des choses totalement différentes qui nécessitent une approche précise. Si je prescris la metformine, la dose peut être 1 g ou 3 g. Pour d'autres médicaments, le dosage sera différent et il est très important de s'en souvenir. Comme disait Paracels, c'est la dose qui fait le poison. Avec la nourriture, c'est exactement la même chose, et le dosage des aliments doit être strictement adapté. Pour atteindre l'objectif avec le patient, il faut donner une dose de nourriture en quantité appropriée, correspondant au poids, à la taille, à l'âge et au niveau d'activité physique. Les graisses sont un élément important, et probablement la meilleure graisse est l'huile d'olive,
qu'il faut utiliser selon le principe de la modération. Il faut éviter l'effet de saturation lorsque l'huile est versée sur le sandwich, au point qu'elle commence à couler sur les doigts et qu'on doit se lécher les mains. Toute la peau devrait essayer d'utiliser une dose d'huile d'olive de 5 à 10 ml par jour, y compris au déjeuner et au dîner. Souvent, nous en mettons trop, ajoutant des calories supplémentaires sans s'en rendre compte. L'huile d'olive est très bénéfique pour le diabète, mais il est important de surveiller attentivement la quantité. C'est très important pour maintenir la santé et contrôler le poids. Le 6e produit est les poissons gras. Ils sont une excellente source de protéines et d'acides gras oméga 3, bénéfiques pour le cerveau et la réduction de l'inflammation dans le corps. Des poissons comme le saumon, le hareng, le maquereau et le thon sont les meilleures options pour contrôler le taux de sucre dans le sang. Il suffit d'en consommer 2 fois par semaine. La portion idéale de poissons gras est d'environ 100 à 120 grammes. Ils fournissent les protéines nécessaires et les oméga 3 pour maintenir la santé. Parlons maintenant du 7e produit, la viande. Pour la viande, il vaut mieux préférer la viande blanche plutôt que la viande rouge pour un meilleur bénéfice pour la santé. Cela ne signifie pas que la viande rouge est nocive, mais nous ne pouvons pas garantir ses bienfaits autant que ceux de la viande blanche. Il est recommandé de consommer la viande rouge pas plus d'1 fois par semaine, voire 1 fois toutes les 2 semaines, en raison des risques pour la santé qui y sont associés. La viande rouge est liée à certains risques, comme une augmentation de la probabilité de développer un cancer du côlon, il faut donc être prudent. La corrélation entre les événements ne signifie pas toujours une relation de cause à effet. Par exemple, si vous êtes cambriolé pendant la pluie, ce n'est pas la faute de la pluie, mais des voleurs qui ont commis le vol à ce moment précis. Il ne faut pas confondre la cause du vol avec l'événement de la pluie qui se produisait en même temps. La simultanéité de 2 événements ne signifie pas que l'un a causé l'autre. Il existe d'autres variables, par exemple la méthode de cuisson de la viande. Cuire la viande au grill, au four ou à la poêle sont des processus différents qui influencent le produit final. La cuisson au grill produit des nitrosamines, des substances qui peuvent être nocives. La viande rouge est différente de la viande rouge transformée, bien que les deux soient liés au risque de cancer colorectal. Par précaution, il est recommandé de consommer de la viande rouge au maximum 1 fois par semaine ou toutes les 2 semaines, en privilégiant la viande blanche ou les œufs, qui sont d'excellentes sources de protéines. Malgré les tentatives de diaboliser les œufs à cause du cholestérol, une consommation modérée, environ 2 œufs par jour, ne nuit pas à l'organisme. La quantité recommandée de viande est d'environ 100 à 120 grammes par jour, à peu près comme le poisson. C'est la portion optimale pour une alimentation équilibrée. J'espère que cette vidéo vous a été utile. À la prochaine édition. Je vous embrasse et vous souhaite une bonne